l'océan Pacifique. Il porte bien mal son nom. Dans ce monde dangereux, la mort s'élance vers le ciel. Et la vie repousse ses limites. Les apparences sont trompeuses. Et des titans s'affrontent. « 166 millions de kilomètres carrés. Un tiers de notre planète. Le plus grand océan du globe est un endroit où règne la violence. Chaque hiver, les baleines à bosse parcourent 4000 km depuis leurs aires d'alimentation au nord. Elles délaissent un temps leur vie solitaire et se regroupent pour se reproduire. Il y a plusieurs mâles adultes pour une seule femelle réceptive. La compétition est rude. Les mâles se disputent le privilège de l'escorter et de nager à ses côtés. Car lorsqu'elle sera prête à s'accoupler, celui qui sera le plus proche aura toutes ses chances. Mais pour défendre sa place, il va devoir repousser les assauts de ses congénères. La baleine à bosse compte parmi les plus gros animaux de la planète. C'est le début d'une parade nuptiale d'une incroyable violence. Des célibataires gonflés de testostérone s'affrontent pour servir d'escorte à la femelle. Ils tentent de s'immiscer entre elle et le prétendant en titre. Ce dernier émet une colonne de bulles en guise d'avertissement. Ne franchissez pas la limite. Bientôt, la compétition s'intensifie. Les mâles se transforment en boulets de canon de 40 tonnes dans la mêlée la plus phénoménale du Pacifique. Le prétendant s'impose face à son rival qu'il force à battre en retraite. Il peut alors revenir aux côtés de la femelle. Mais d'autres combats l'attendent, car les challengers reprennent des forces. La parade nuptiale ne fait que commencer.
Partout dans le Pacifique, les mâles doivent se battre pour se reproduire. Sur cette île tropicale lointaine, des reptiles préhistoriques rôdent en eau peu profonde. Ils dissimulent sous la surface un corps qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long et peser jusqu'à 1 tonne. Les crocodiles de mer sont des animaux territoriaux. Et les plus grands mâles règnent sur leur domaine d'une mâchoire de fer. La seule façon pour un mâle subordonné de s'emparer du trône, c'est d'affronter le roi. Celui-ci s'en est sorti avec de simples blessures. Mais les juvéniles, les mâles dominants ont pour habitude d'en faire leurs 4 heures. Moins de 1% des petits parviennent à l'âge adulte. Si ce jeune reptile a un avenir, ce ne sera pas ici. Commence alors une migration rarement observée qui n'a été comprise que très récemment. Le voyage va durer des semaines, à raison de plus de 16 km par jour. Le crocodile de mer maîtrise parfaitement les marées et les courants océaniques, mais il n'est pas fait pour nager en continu. Quand le courant lui est contraire, il s'immobilise et se repose. De nombreux reptiles adoptent ce qu'on appelle des phases de sommeil unilatéral. Les hémisphères gauche et droit de leur cerveau dorment à tour de rôle. L'animal peut retenir sa respiration pendant 1 heure, mais cette immersion prolongée n'est pas sans inconvénient. Car malgré son nom, le crocodile de mer n'est pas immunisé contre les effets du sel. Sur sa langue, des glandes spéciales excrètent l'excès de sel qui s'accumule dans son corps. Par ailleurs, son métabolisme très lent lui permet de survivre plusieurs semaines sans nourriture. C'est ce qui rend son long voyage possible. Il a besoin d'un refuge pour échapper à la violence de ses congénères
et ce nouveau territoire deviendra peut-être un jour le sien. Les îles du Pacifique ne sont pas toutes aussi hospitalières. L'atoll de Bikini est posé tel un anneau de sable paradisiaque sur les eaux bleues du Pacifique. Mais sous la surface, on peut encore observer les vestiges d'un passé violent. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'USS Saratoga était un des joyaux de la flotte américaine. Au cours de sa carrière, ce porte-avions a survécu à 2 torpilles, 4 bombes et 6 attaques kamikazes. Aujourd'hui, il repose au fond du lagon de Bikini. Une épave parmi beaucoup d'autres. Mais ce n'est pas l'ennemi qui a coulé ces navires. Ils ont servi de cobayes à l'expérience la plus meurtrière jamais menée. L'atoll de Bikini est un point au milieu de nulle part. C'était donc le lieu idéal pour des essais nucléaires. « 23 engins atomiques ont explosé ici entre 1946 et 1958. 4, 3, 2, 1. Près de 60 ans plus tard, Steve Palombi, biologiste à l'université de Stanford, mène l'enquête pour savoir comment Bikini s'est remis de ses assauts nucléaires. Une bombe à hydrogène de 15 mégatonnes a formé ce cratère d'1,5 km de large dans le récif. Une cicatrice sur l'océan et sur notre planète qui se voit de l'espace. Malgré 6 décennies d'érosion par les marées et les tempêtes, les parois du cratère sont encore là. Tout semble désert. Et puis soudain, des signes de vie. Il y a de grands coraux qui se développent et énormément de poissons nageant autour. Mais est-ce que ça va vraiment mieux? C'est une question intemporelle dans le Pacifique, qui est peut-être un des endroits les plus violents du globe. Les superpuissances mondiales ne sont pas les seuls géants à s'être affrontés ici. La nature crée ses propres batailles. Dans le golfe de Bohai, en Chine, flotte un fragment de terre appelé Shedao. Autrefois rattaché à la péninsule voisine, il est désormais entouré d'eau. Shedao, littéralement, l'île aux serpents. Des crotales au venin mortel. 20 000 d'entre eux. Pendant une grande partie de l'année,
ils n'ont rien à manger. L'été, ils ont le ventre vide et ils dorment. Jusqu'à l'automne. Pour des millions de passereaux qui migrent vers le sud depuis la Sibérie, cette île est une étape. Mais entre ceux qui ont besoin de se reposer et ceux qui ont besoin de manger, la rencontre va être brutale. À l'aube, les crotales cherchent les meilleurs perchoirs. Même cette modeste branche fera l'affaire. « 20 000 pièges prêts à se refermer sur les passerons. » Il faudra au crotale plusieurs jours pour digérer sa proie. Il doit exploiter au maximum cette opportunité. Il peut donc avaler jusqu'à 3 oiseaux, l'un après l'autre. La période d'abondance est si brève que les crotales chassent sans arrêt. Pendant 2 semaines, ils répètent la même routine meurtrière, jour après jour. À l'aube, ils gagnent leur perchoir et attendent que le repas leur soit livré. Lorsque la migration des oiseaux reprend, les habitants de l'île sont gavés. Tout au long des mois d'hiver, ils se reposeront. Et au printemps, quand les passereaux remonteront au nord, ils feront à nouveau escale à Shedao. Dans d'autres zones du Pacifique, la mort fait partie de la vie quotidienne. Le détroit indonésien de Lembeh est constamment parcouru par des courants violents qui empêchent le corail de se former.
Mais la vie s'y épanouit malgré tout. Et elle ne fait pas que s'épanouir, elle grouille. Des milliers d'espèces se disputent l'espace et la nourriture dans un bras de mer d'environ 500 mètres de large. Le courant oblige la plupart de ces créatures à vivre sur le plancher océanique ou juste au-dessus. C'est un peu comme si on entassait tous les habitants d'un immeuble au rez-de-chaussée et que les voisins cherchent à s'entre-dévorer. Il en a résulté une véritable course à l'armement, une compétition incontrôlée entre prédateurs. Les animaux qui vivent ici ont développé des stratégies inédites de chasse ou de camouflage. L'un d'entre eux se fond dans le décor. Les nageoires robustes de l'antennaire pin ont évolué pour devenir des pattes. Mais ils possèdent un autre talent encore plus remarquable. Une fois arrivé à destination, il se mélange à des éponges qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et attend. Le détroit de Lembe abrite plus d'une douzaine d'espèces d'antennaires, parmi lesquelles le poisson-grenouille strié. Ces proies viennent chercher refuge au milieu des épines venimeuses des oursins rouges. Le poisson-grenouille strié devient alors noir et piquant, si bien qu'on ne peut plus le distinguer des oursins. Il lance ensuite son appât, un leurre en forme de ver. C'est une offrande mortelle. Dans un quartier aussi malfamé, même une carapace n'est pas une protection suffisante. Ici, tout le monde mange du crabe. Aussi, pour rester en vie, le crabe homolidé n'hésite pas à recourir au kidnapping. À l'aide d'une 5e paire de pattes spécialisées, il soulève l'oursin par en dessous en prenant garde de ne pas toucher les piquants empoisonnés. Il ne se sépare jamais de son otage et les prédateurs le laissent tranquille. S'il est vrai que la compétition est source d'excellence, alors, en matière de prédation, le détroit de Lembe frôle la perfection. Tout autour de l'océan Pacifique, la ceinture de feu forme un arc effrayant qui s'étend sur 40 000 km de long. Elle abrite les 3/4 des volcans actifs de la planète.
Plus de 450 exutoires aux éruptions enflammées de Dame Nature. Cette fureur sismique est causée par les frottements incessants de la plus grande des plaques tectoniques, la plaque pacifique. La ceinture de feu détruit la vie, mais elle peut aussi la créer. À 48 km au large de la Nouvelle-Zélande, White Island émet en permanence des gargouillements rageurs. C'est la pointe d'un volcan en activité depuis 150 000 ans. Sur la paroi du cratère, des crevasses laissent échapper des jets de gaz brûlants, des fumerolles, comme un moteur à réaction. Le gaz laisse derrière lui des dépôts de soufre toxique. Dans le lac de cratère vivent certains des animaux les plus résistants de la planète. Cette eau qui bouillonne à 50 degrés est au moins 10 fois plus acide que le vinaigre pur. Pourtant, sa teinte verdâtre lui vient des extrémophiles, des organismes primitifs qui peuvent survivre dans des conditions normalement hostiles à la vie. Ces bactéries sont capables de neutraliser l'acidité de l'eau et d'accomplir leur cycle de vie malgré une température qui tuerait la plupart des êtres vivants. Il faut dire qu'elles ont une longue habitude de ce genre de conditions. Il y a près de 4 milliards d'années, quand la Terre était aussi inhospitalière que White Island, les premières formes de vie qui sont apparues ressemblaient beaucoup aux extrémophiles. Pour ces organismes, cet enfer est une sorte de retour aux sources. Mais d'autres animaux plus gros ont développé des aptitudes similaires. L'île de la Tortue est située à la rencontre de deux plaques tectoniques. Sous la surface laiteuse, il y a un labyrinthe de cheminées hydrothermales. Elles servent d'évacuation à un gigantesque volcan sous-marin qui rejette une eau à 116 degrés et crache en permanence des gaz sulfureux. C'est l'un des environnements les plus toxiques du monde. Et pourtant, la vie s'obstine. Voici les crabes hydrothermaux. Ils vivent en bordure des cheminées où l'eau ne bout pas, mais reste trop toxique pour toute autre forme de vie. Ils ont développé une faculté unique à décomposer et neutraliser l'acide sulfurique. Non seulement ils survivent à ces conditions mortelles, mais ils en tirent même parti. Les gaz empoisonnés tuent instantanément le zooplancton de passage, qui tombe comme de la neige sous-marine. Les pinces de ces crabes ont des extrémités aplaties pour mieux récolter ces petits flocons.
Les crabes hydrothermaux sont passés maîtres dans l'art de la survie. Mais triompher des dangers de cet océan n'est pas toujours évident. En Chine, même les êtres humains apprennent à s'accommoder de la violence du Pacifique. Septembre. La baie de Hangzhou attend le retour annuel d'un monstre marin très ancien. On a bâti des temples pour le vénérer et des pagodes pour l'apaiser. Depuis des siècles, on l'appelle le dragon d'argent. Un mur d'eau prévisible et néanmoins destructeur, qui donne naissance au plus grand mascaret du monde. Contrairement aux tsunamis, qui sont déclenchés par des tremblements de terre, ce phénomène rare est lié au cycle lunaire. Il se forme lorsque l'onde de marée s'engouffre dans un estuaire en forme d'entonnoir, qui ne cesse d'amplifier sa taille et sa vitesse. La vague, qui peut atteindre jusqu'à 9 mètres de haut et déferle à 40 km/h, remonte l'embouchure du fleuve Tiantang. Face à elle, il y a Hangzhou, une ville de plus de 6 millions d'habitants. C'est une des plus grandes métropoles de Chine. Et cet objet inamovible se trouve sur le chemin d'une force irrésistible. Au Xe siècle, les Chinois ont bâti des brise-lames pour contenir le dragon d'argent. Aujourd'hui, la ville est protégée par une digue de la dynastie Qing, construite en 1720. Mais la vague continue à faire en moyenne 5 victimes par an. Quelques intrépides s'aventurent malgré tout à chevaucher le dragon. Le fleuve Tiantang accueille l'une des compétitions les plus dangereuses du monde. Dans un sport où les rides se mesurent généralement en secondes, les surfeurs peuvent passer jusqu'à 20 minutes à défier la mort sur le dos du monstre. Seuls les experts et les plus chanceux s'en sortent. Mais parmi tous les dangers du Pacifique, c'est la violence créée par l'homme qui reste la plus implacable. Après les 23 essais nucléaires réalisés pendant la guerre froide, le sol de l'atoll de Bikini est devenu un point chaud de radioactivité. Respirer l'air et nager dans l'eau ne présente aucun danger, mais il est impossible de vivre ici. Steve Palombi de l'université de Stanford étudie la convalescence de l'île. Les gens ont essayé plusieurs fois de revenir, mais ils ne pouvaient pas. Les radiations laissées par les bombes s'infiltrent partout. Tout ce qui pousse sur Bikini est chargé en césium-137, un isotope radioactif fortement cancérigène.
Consommer un produit de l'île pourrait entraîner la mort. Les noix de coco, en particulier, affichent un taux de radioactivité très élevé. Mais un animal local se gave de nourriture contaminée. Le crabe de cocotier. Ils n'ont pas reçu le mémo précisant qu'il y avait du césium-137 dans les noix de coco. Du coup, ils sont radioactifs aussi. L'ADN de cet animal contient sans doute des traces de césium-137 qui altèrent le génome et provoquent des mutations. Les crabes de Bikini ont tous été décimés par les essais nucléaires. Mais les crabes de cocotier pondent leurs œufs dans l'océan et les larves se développent dans la mer. Certaines d'entre elles ont flotté jusqu'au rivage et ont repeuplé l'île, accumulant en cours de route les cicatrices invisibles de l'irradiation. Spécialiste de la biologie marine, Steve Palombi est venu récolter des échantillons de corail. Ces organismes à la longévité exceptionnelle ont peut-être subi des mutations. Ces immenses coraux ont sans doute commencé à croître juste après l'explosion. Pendant tout ce temps, ils ont enregistré l'évolution de leur environnement. Les coraux absorbent les radiations dans leurs tissus et leurs squelettes. L'analyse ADN des échantillons révélera les éventuelles mutations génétiques. On va observer les animaux qui vivent ici depuis le début. On va observer leurs mutations et voir comment ils ont vécu depuis que les bombes ont explosé. Pour avoir un élément de comparaison, le biologiste et son équipe ont établi un groupe contrôle de coraux non irradiés aux Samoa américaines à plus de 3800 km de là. On observe d'abord les coraux qui n'ont pas été irradiés, de façon à pouvoir les comparer à ceux de Bikini, pour voir si le niveau de radioactivité est supérieur au niveau de référence des Samoa américaines ou s'il est identique. Elora Lopez est chercheuse. Elle étudie les changements génétiques révélateurs de dégâts radioactifs. Ce qui m'intéresse, c'est d'étudier l'impact des interactions humaines sur les populations sauvages, comme les coraux. Une grande partie de la faune marine de l'atoll de Bikini est revenue, et la plupart de ces récifs grouillent de vie. On y trouve des invertébrés, plusieurs douzaines d'espèces de poissons, et même des superprédateurs. Les requins sont les plus grands prédateurs du récif, et généralement ils sont nombreux. C'est le signe d'un écosystème en bonne santé. Mais il y a quelque chose de bizarre chez ces requins nourrices. Normalement, ils devraient avoir 2 nageoires dorsales, dont une plus grande devant. Aux îles Marshall, il y a des requins nourrices qui n'ont qu'une seule nageoire dorsale. Dans l'imaginaire populaire, les radiations entraînent des mutations. Eh bien, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire qu'on a des requins mutants à qui il manque une nageoire sur l'atoll de Bikini? La réponse est peut-être.
Je n'avais encore jamais vu ça auparavant. On a là un mystère scientifique qu'il faut éclaircir. Combien de temps encore pourrons-nous maltraiter l'océan Pacifique avant de causer des dégâts irréparables? C'est un autre mystère. Mais tout autour de la ceinture de feu, l'espoir montre son visage. Le Mitsubishi Zero, un chasseur-bombardier japonais. À une époque, c'était un des prédateurs les plus dangereux du Pacifique. Les escadrilles de Zero ont fait des milliers de victimes. Aujourd'hui, les avions de chasse encombrent le plancher océanique de la mer de Corail jusqu'à Tokyo. Mais ces anciens appareils meurtriers sont devenus source de vie. Véritables récifs artificiels, ils abritent une communauté variée. Poissons clowns à collier, mérous léopards ou crevettes nettoyeuses. Avec le temps, l'épave finira par disparaître et ne laissera derrière elle qu'une masse de coraux et d'éponges en forme d'avion. L'océan Pacifique se régénère tout seul. Et parmi les vestiges de la violence, la vie reprend ses droits.